Je voulais remercier d'abord Christian Fauré puis l'équipe du Temps des Cerises pour me permettre de m'adresser à vous. Parce que quand vous travaillez sur un sujet comme celui que je vais vous exposer ce soir, qui est celui de la protection par des dirigeants français du réseau criminel, c'est plus large que terroriste, parce que dans le criminel, il y a aussi le trafic de drogue, le trafic d'armes, etc. Différentes protections qui jouent. C'est évidemment pas évident d'accéder aux colonnes des grands médias. Mais enfin, le livre est sorti aujourd'hui et le communiqué de presse a été envoyé à 540 et quelques journalistes français, plus la presse étrangère. On verra ce qui en résultera dans les semaines qui viennent. Vous avez sans doute entendu, enfin non, vous l'avez sans doute certainement, ou très peu ont dû voir l'intervention de Vladimir Poutine à la 70e session de l'ONU, qui était une intervention importante puisqu'elle a ciblé les responsables du terrorisme au niveau international et les conséquences qui pouvaient en résulter non seulement sur le Moyen-Orient, mais aussi pour les pays dont les dirigeants s'amusent à jouer et à armer ces terroristes. Il n'a pas désigné nommément l'Angleterre et la France concernant l'Europe, et il est évident que ces pays sont visés. Par contre, vous avez très certainement vu ou entendu parler de la position du chef de l'État français, de M. François Hollande, qui refuse de faire une intervention contre les groupes terroristes en Syrie, au prétexte qu'il ne veut pas s'associer au gouvernement syrien. Alors ça se comprend d'une certaine manière, puisque les seuls qui luttent sur le terrain, pas seulement avec des mirages qui passent à 3000 mètres d'altitude, contre les groupes terroristes depuis 2011, c'est l'armée syrienne et les Kurdes. Il faut dire que la protection de réseaux terroristes par l'État français n'est pas quelque chose de nouveau. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur le Moyen-Orient, et tout particulièrement, on va laisser la Libye et les pays du Maghreb de côté, sur la Syrie aujourd'hui, puisque c'est ce pays qui nous intéresse, il faut remonter à la fin des années 80, début des années 90. Pourquoi ? Parce que vous avez au cœur de tous les conflits qui ont éclaté depuis cette époque sur les pays arabes, tout particulièrement sur les pays qui étaient des pays laïques, et non sur les pétro-monarchies du Golfe, une confrérie religieuse qui se trouve au cœur de ces conflits, qui est la confrérie des frères musulmans. Il faut savoir que cette confrérie, dans les années 85, a commencé à s'attaquer à la Tunisie. Pourquoi la Tunisie ? Parce que c'était le plus petit État du Maghreb, et pour les frères musulmans, ils sont partis du principe qu'un petit État, l'information circule plus rapidement, c'est plus facile de prendre le pouvoir dans un petit État que dans un État comme l'Arabie Saoudite ou la Syrie. Donc ils ont fait une succession à l'époque de tentatives de coups d'État, de heurts, de provocations, comme ils ont procédé par la suite en Algérie, comme ils ont procédé après en Libye, comme ils ont procédé en Égypte, et comme ils ont procédé en 2011 en Syrie. Alors à l'époque, ces frères musulmans du réseau El-Narda, qui sèment la terreur en Tunisie, nous sommes là donc dans les années 85-90, ont une base arrière principale qui est la France. Vous avez ainsi hébergé en France, certains sous le statut de réfugiés politiques, plusieurs dirigeants, des membres fondateurs de ces réseaux terroristes qui sont recherchés par Interpol pour des actes graves. Je rappelle qu'il s'agit de gens qui s'amusent à tirer sur les avions civils, à poser des bombes dans des hôtels, à courser les femmes sur les plages avec des lames de rasoir pour leur interdire la baignade. C'est un peu voilà le type d'individu auquel on a affaire. Et ces gens-là, plusieurs d'entre eux, principalement les principaux dirigeants, là, Rachid Ghannouchi, dont vous avez dû entendre parler concernant la Tunisie, est réfugié dans la banlieue de Londres. Et les autres, je pense à Habib Motni, Salah Karker et bien d'autres, se trouvent en région parisienne. Certains d'entre eux dirigent des sociétés, et d'autres, comme Tahar Boubari, par exemple, également recherché par Interpol. Lui a une entreprise dans le bâtiment, il a une pizzeria, différentes choses. Et je l'ai pris en photo en train de manifester place de la République pour le soutien aux frères musulmans de Bosnie qui, à l'époque, semaient la terreur dans l'ancienne confédération d'Yougoslavie. Vous avez la photo
dans le livre, puisque à la fin du livre, évidemment, quand on porte des accusations comme ça contre des dirigeants politiques, il faut quand même avoir, comme on dit, du biscuit. Donc je publie différents documents collectés au fil de mon enquête. Je ne publie pas tout, puisqu'il y aura un tome 2 qui suivra ce tome 1, qui lui va s'attaquer à démonter les mensonges et les crimes de l'État français. C'est-à-dire comment, sous la présidence de M. Hollande, avec les deux premiers ministres, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur dans une moindre mesure, l'État français a procédé à une véritable manipulation de l'opinion publique qui a failli emmener le pays dans un conflit majeur dont les retombées auraient pu être catastrophiques. Je pense, là, vous en avez entendu parler, mais pas forcément avec toute la vérité, je pense au fameux thème de propagande sur l'utilisation d'armes chimiques par l'armée syrienne. Et ça, c'est quelque chose auquel je pourrais répondre si vous avez des questions là-dessus, mais qui viendra dans le tome 2, parce que évidemment, là aussi, j'ai démonté toute la campagne, le rôle des médias, le rôle des politiques qui sont intervenus, comment ils sont intervenus, quels étaient leurs relais, etc. Donc revenons sur ces gens donc, sont en France, et tout en étant en France, tout en reconnaissant, même dans certaines interviews, puisqu'ils sont bien reçus dans les médias, il faudra que je vous raconte deux anecdotes quand même qui valent leur pesant d'or, tout en étant reçus dans les médias, ils mènent l'action pour renverser le gouvernement de Ben Ali en Tunisie. Alors Ben Ali, bien sûr, est présenté, je ne dis pas que le régime était parfait, mais c'était quand même un régime parlementaire représentatif qui reposait sur des bases républicaines solides et qui offrait la possibilité, par des mobilisations populaires importantes, je dirais, de déverrouiller les structures d'État qui étaient atteintes par la corruption et d'aller plus loin sur les questions de la démocratie, de l'indépendance et du développement économique. Donc ces gens-là sont en France et poursuivent les attentats sur la Tunisie pour arriver à déstabiliser la Tunisie. Ce qu'ils ont fait en 2011 et que l'on a appelé le printemps du jasmin, la fameuse révolution de couleur, paraît-il. Et vous noterez que quand vous regardez tous ces conflits que vous prenez les uns derrière les autres, tous au départ, vous avez des manifestations légitimes de la population par rapport à des revendications nationales ou internationales, essentiellement nationales du reste, et que les frères musulmans interviennent toujours dans ces mouvements pour détourner les revendications populaires et transformer le mouvement en une stratégie d'affrontement avec le pouvoir politique. Parce que l'objectif des frères musulmans n'est pas de répondre aux revendications qui sont formulées par la population, par les populations, mais il est de prendre le pouvoir pour avoir une étape nouvelle dans la construction de ce qu'ils appellent le grand califat mondial. La France, bien sûr, étant une terre d'islam, parmi d'autres, comme l'Espagne, comme l'Andalousie. Et alors donc, pour procéder, pour renverser ce pouvoir, depuis les années 80, il procède de différentes manières. Il y a ce qui concerne l'infiltration de l'appareil d'État, les douanes, la police, l'appareil sécuritaire, l'armée, et puis il y a aussi le prosélytisme avec des prédicateurs, des religieux dans les mosquées. Il faut savoir que dans tous ces pays arabes, c'est flagrant au Maroc où j'étais plusieurs années, vous avez 60% de la population analphabète, et quand vous passez, que vous prenez la route de Tanger pour descendre sur le sud, les écoles, c'est l'école coranique, c'est la mosquée. Les enfants, ils vont de temps en temps dans une école communale, et le reste du temps, ils sont occupés de travailler des champs. Pour aider les parents, c'est une situation évidemment de misère qui facilite le recrutement de jeunes. Il y a une très grande pauvreté, il y a une misère galopante et un clergé très actif, soutenu évidemment, ce qui vont se situer au Maroc par le pouvoir. C'était plus difficile pour les frères musulmans en Tunisie, comme c'était plus difficile pour les frères musulmans en Syrie, parce qu'il y avait la séparation du politique et du religieux. C'est-à-dire que vous aviez le religieux avec ses mosquées, mais ce n'était pas le religieux au sein de l'appareil d'État. L'appareil d'État, à Tunisie, est une république laïque, démocratique. C'était du reste un pays du Maghreb où les droits des femmes, par exemple, étaient les plus avancés. Et c'est ce qui a permis de faire avancer les choses, du reste, parce que comme me l'expliquait un policier tunisien que j'ai rencontré, quand dans le bled algérien, il y a un jeune de 18-20 ans qui avait été recruté par les frères et qui rentrait à la maison,
c'était le mâle. Donc le mâle doit imposer sa loi à la famille, y compris à la mère, aux sœurs, etc. Alors qu'en Tunisie, quand il rentrait à la maison et qu'il voulait essayer d'imposer sa loi à la famille, il prenait 2 claques et il montait dans sa chambre. Après, comment faire pour renverser la Tunisie? Eh bien, le plan qui est adopté par les frères musulmans est le même dans tous les États du Maghreb. C'est-à-dire que, alors ça porte des noms différents, mais la tactique est la même. C'est-à-dire de faire alterner des journées blanches et des journées rouges. Les journées blanches, ce sont des journées de provocation, d'appel à la grève, de manifestation, sans que le sang coule. Et ce qu'ils appelaient des journées rouges en Tunisie, j'en publie l'extrait d'un rapport du ministère de l'Intérieur tunisien de l'époque. Les journées rouges, ce sont les mêmes manifestations, mais en allant jusqu'à la fabrication de martyrs. Khanouchi, qui est réfugié à Londres à l'époque, appelle ses adeptes. Nous voulons des martyrs, nous avons besoin de martyrs. Plus nous aurons de victimes, meilleur ce sera. C'est écrit noir sur blanc dans un rapport des services tunisiens, mais vous le trouvez aussi sur des cassettes, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les cassettes audio qui étaient diffusées à la sortie des mosquées étaient un des moyens pour eux de recruter les jeunes qui venaient, par exemple, le vendredi après la grande prière, en sortant de la mosquée. C'était un des moyens de les recruter, de faire écouter les prêches qui étaient diffusées par ces cassettes audio. C'est comme ça qu'a procédé, par exemple, un autre frère musulman, dans un cadre d'un autre conflit, lui, qui a recruté sur tous les pays arabes, frère Omar, pour mener la guerre contre l'Afghanistan, qui commençait timidement à construire sa première république laïque. Qui était un collaborateur de la CIA, avant qu'il n'aille vivre tranquillement aux États-Unis pour préparer d'autres attentats, mais cette fois contre les États-Unis. Donc ces journées blanches, ces journées rouges, et c'est important, je vais vous dire pourquoi je voulais évoquer ce sujet, parce que c'est exactement comme ça que les événements ont commencé en Syrie. Et si vous reprenez les journaux de 2011, vous verrez que pratiquement aucun journal ne parle de comment les événements ont commencé. Aucun journal ne parle, par exemple, des réformes qui étaient en cours sous la présidence à l'époque de Bachar el-Assad. En 2011, les réformes sont déjà en cours. Il a fait une réforme, du reste, qu'on ferait bien appliquer en France. Il a mis tous les fonctionnaires et hauts fonctionnaires qui étaient dans les administrations depuis la région jusqu'à l'État central à la retraite à partir de 60 ans. Alors évidemment, ça n'a pas plu à certains qui étaient vice-ministres, qui étaient ministres, qui avaient des postes à responsabilité dans l'administration et qui, sous le régime de Hafez el-Assad, s'étaient constitués des fortunes en profitant de leur place au sein de l'appareil d'État. Et ce qui fait que vous retrouvez aujourd'hui ces gens-là comme des grands révolutionnaires assis sur des milliards de dollars, bien sûr, dans des appartements du côté de l'avenue Foch à Paris, dans des villas en Espagne ou en Angleterre, pour quelques-uns d'entre eux. Et les événements en Syrie, donc, qu'est-ce que c'est? Vous avez des manifestations pacifiques qui se déroulent sur des thèmes pour accélérer les réformes, parce que les réformes ne vont pas assez vite, ou parce qu'elles ne conviennent pas, parce qu'il faut moderniser la Constitution, comme on pourrait en faire en France, du reste, pour moderniser la Constitution et l'adapter à l'évolution de la société. Vous avez des tireurs recrutés par les frères musulmans, qui viennent de l'étranger, qui sont rentrés essentiellement à l'époque par la Turquie, et qui ont tiré sur la foule. Peu importe sur qui, l'essentiel c'est de faire des morts parmi les forces de l'ordre et parmi les manifestants. Ça fait des martyrs. Les martyrs, on les prend en photo avec des téléphones portables et on fait circuler sur Internet. Vous voyez, nous sommes les défenseurs des droits de l'homme. Regardez, Bachar el-Assad est un affreux dictateur, est un salaud, il assassine son peuple. Et depuis cette date, c'est le leitmotiv qui est repris par les dirigeants français pour justifier leurs interventions et l'armement de groupes criminels contre la République arabe syrienne. Alors c'est un armement, du reste, qui fait que le président, on ne sait plus trop si le président de la République est un président ou un trafiquant. C'est le dernier chapitre de ce premier volume, parce que je rappelle quand même qu'il y a une charte, il y a un organisme qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies, une charte avec des principes qui régissent les rapports entre les États. Il y a également des traités internationaux qui régissent la vente d'armes et le transfert d'armement et d'équipement d'État à État.
Il y a des règles au niveau international, il y en a au niveau européen, des règles très strictes, très contraignantes, parce qu'on ne peut pas vendre ou donner des armes comme ça à un État, comme l'ont fait les dirigeants français, même en effaçant les numéros de série sur les armes. Ça leur a posé des problèmes, du reste, parce que, bon, il a fallu s'arranger pour que ça se fasse discrètement. Puis là-bas, l'opposition, ce qu'ils appellent l'opposition, du reste, vous verrez dans le livre, parce que j'ai pris tous les dirigeants les uns derrière les autres. Ça m'a demandé du temps, parce que vous savez, des fois, pour recueillir un petit renseignement sur un dirigeant, savoir s'il est vraiment impliqué dans... Parce qu'ici, on vous dit, par exemple, qu'un tel, Ahmed El-Jarba, par exemple, on dira, il a été emprisonné par Bachar el-Assad parce que c'était un opposant. Puis quand vous cherchez un peu, que vous grattez, alors vous rencontrez des policiers, des membres de services, de différents services français, mais aussi étrangers, parce qu'il faut aller voir sur le terrain comment ça se passe. Vous vous apercevez qu'en réalité, le gars, qui était reçu à l'Élysée comme un chef d'État, pratiquement, hein, qui était dirigeant de la coalition à un moment. Vous apercevez qu'effectivement, il a été en prison, mais pour deux raisons essentielles. La première, c'était pour le trafic de drogue, et la deuxième, c'était parce qu'il avait voulu essayer avec l'ambassade à l'époque, avec l'ambassadeur du Qatar qui se trouvait en Syrie, de renverser le gouvernement du Qatar. Mais ce sont donc des gens qui sont prêts à tout pour n'importe quoi. Ces gens, donc, quand vous arrivez... Alors, dans le même temps, si vous voulez, il faut créer... il faut bien que M. Hollande et que son ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, ait un prétexte pour pouvoir soutenir ce qu'ils appellent l'opposition modérée. On va bien distinguer du reste, il y a une opposition, hein, ça non plus, la presse ne le dit pas. Vous avez plus d'une dizaine de partis politiques qui sont représentés dans le Parlement syrien. Et par certains côtés, du reste, la nouvelle constitution de la Syrie, de la République arabe syrienne, est plus démocratique que la constitution française, puisqu'elle prévoit par exemple que les députés sont élus pour 4 ans, qu'ils doivent rendre compte de leur mandat régulièrement devant leurs électeurs, et que l'Assemblée est composée pour 50% d'ouvriers et d'employés, et pour 50% d'intellectuels, fonctionnaires, etc. Donc c'est la recherche d'un équilibre, c'est quelque chose de nouveau qui s'est mis en place pendant les années de guerre. C'est pas quelque chose de facile à réaliser, d'autant que la Syrie était un pays qui était en pleine modernisation malgré le blocus unilatéral qu'avaient fait les États-Unis, blocus économique et financier, bien sûr. Et ça n'a pas empêché la République arabe syrienne de se développer, malgré aussi d'autres difficultés, puisque depuis 2008, la Syrie a dû faire face à pratiquement 34 vagues successives d'une sécheresse très forte. Et quand on sait que l'agroalimentaire est une de ses principales ressources, avec le pétrole, le gaz et puis d'autres secteurs de production, bien sûr, ça a causé aussi de sérieux problèmes, puisqu'il y a toute une partie de la population qui a migré des campagnes vers les centres urbains. Donc dans le même temps, si vous voulez, il a fallu éviter que ces images ne sortent de Syrie. C'est la raison pour laquelle il y a eu l'interruption et le brouillage des liaisons satellites et, je dirais, de tout le système de réseau de communication satellitaire. Mais bon, la Russie a pu s'appuyer sur des moyens technologiques la Syrie a pu s'appuyer sur des moyens technologiques mis à sa disposition, notamment par la Fédération de Russie, et essayer d'entretenir un minimum de communication à l'international. Après, vous avez eu, au travers de ce processus, donc, tout ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire non seulement on alimente l'idée que Bachar el-Assad, vous l'avez vu du reste, vous avez entendu, monsieur Hollande ne veut pas s'associer avec le gouvernement syrien, et pour cause, puisque c'est ce que je traite dans le deuxième volume, l'État islamique, c'est quelque chose qui en réalité, la mère porteuse, ce sont les États-Unis. J'appelle ça mère porteuse parce qu'ils ont favorisé le développement de l'État islamique d'abord en Irak, en 2006, qui a été fait avec d'anciens responsables d'Al-Qaïda qui se sont retrouvés en Irak. C'était un petit groupuscule, Al-Qaïda est mort, hein, Al-Qaïda, c'est une marque de fabrique que ressortent les dirigeants occidentaux quand ils veulent effrayer le peuple, leur faire peur. En réalité, ce sont de nouvelles structures qui se sont composées et on a aujourd'hui affaire à une nouvelle forme de terrorisme. Et c'est un problème terrible à l'Élysée, du reste, parce qu'il y a de telles luttes internes entre ces opposants modérés pour prendre le pouvoir, pour s'accaparer les armes, pour s'accaparer les fonds et les détourner à leur profit, au profit de clans. Parce que là-dessus s'ajoutent les luttes internes entre les Qataris et les Saoudiens qui vont jouer sur tel ou tel groupe de manière à pouvoir les contrôler. S'ajoute là-dessus
les pressions des États-Unis, qui veulent, bien sûr, ne sont pas très sûrs de l'armée syrienne libre, alors ils veulent avoir un groupe à eux, donc ils font leur propre liste avec les groupes. Et puis les mecs se tuent entre eux, donc les chefs changent. Ah, il faut refaire la liste. C'est vraiment un grand bourbier. C'est-à-dire que quand on met la main là-dedans, il faut savoir que le terrorisme islamiste, ce n'est pas quelque chose avec lequel on négocie. Ceux qui s'imaginent, les policiers de terrain le savent très bien, parce que ceux qui remontent ces filières au péril de leur vie savent pertinemment qu'on ne peut pas négocier avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils sont très forts dans ce qu'on appelle la duplicité, c'est-à-dire de se présenter comme des libérateurs pour obtenir vos faveurs. Parce que si l'on prend le cas de la Syrie, par exemple, il faut savoir qu'après une multitude de coups d'État, ce sont 50 années de terrorisme continu que les frères musulmans ont déployé en Syrie, avec des attentats à la voiture piégée, en provoquant des coups d'État, des manifestations, au point, mais des manifestations, je veux dire, violentes, hein, pas des manifestations sont légales, au point que vous avez, par exemple, vous trouvez des attentats terroristes, je veux dire, ce qui existe aujourd'hui, que l'on découvre, ce qui se passe en Syrie, mais la Syrie connaît ça dans une moindre mesure, depuis 50 ans, depuis les années 70. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors aujourd'hui, on le découvre, et les frères musulmans reviennent. Pourquoi? Parce qu'en Syrie, il est évident qu'ils sont coupés de toute la population. Je veux dire, si vous voulez être populaire en Syrie, il ne faut pas dire que vous êtes frères musulmans. Hein. La population, les gens vous connaissent, ils savent ce que vous avez fait, ils savent comment vous avez tué des familles entières sur des questions claniques, ethniques, religieuses, pour imposer vos vues. Ils savent les meurtres que vous avez commis, ce qui fait que les frères musulmans ont été interdits, y compris par le pouvoir, à partir des années 80. Donc, le seul moyen pour les frères musulmans de s'emparer du pouvoir concernant la Syrie, c'était d'obtenir l'appui de l'étranger. Alors là, évidemment, l'appui de l'étranger, il vient d'où? Il vient notamment des États-Unis à partir des années 2005-2006, Bush. Et puis alors là, les États-Unis sont très contents parce qu'il se passe quelque chose de formidable. Ils s'aperçoivent que les dirigeants français vont faire leur sale boulot. C'est-à-dire que l'Élysée va s'engager avec M. Sarkozy, avec M. Juppé, qui était alors ministre des Affaires étrangères, dans le conflit libyen avec les conséquences que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire destruction de l'État libyen, et puis pillage des ressources par quelques transnationales, le reste étant aux mains de groupes mafieux. Mais pour la Syrie, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que c'est un État laïque, c'est une république laïque, et du reste, il y a des millions de citoyens syriens qui sont dans les rues, que la télévision française et que les médias ne présentent pas. J'ai extrait juste 3 photos que vous trouverez en page 8 du livre, où vous voyez un drapeau syrien, par exemple, porté sur des dizaines de kilomètres par des millions de Syriens qui manifestent contre l'agression étrangère, avec la France qui est conspuée avec les États-Unis, bien sûr, contre l'agresseur. Donc ça, c'est des choses que les médias français ne présentent pas. De même qu'ils se gardent bien de rappeler l'historique des frères musulmans en Syrie. Donc tout ça, si vous voulez, quand vous mettez tout ça ensemble, vous arrivez à cette situation aujourd'hui où vous avez des dirigeants français qui sont impliqués dans ce qu'on appelle un crime d'État. C'est un crime d'agression selon la Cour pénale internationale et selon la Cour de justice internationale. Le crime d'agression est bien défini, je le rapporte dans le livre de mémoire, c'est le fait d'armer des groupes depuis l'étranger pour renverser un État officiellement reconnu. Bon, c'est le descriptif juridique est plus long et plus précis que je viens de vous dire, mais c'est ce à quoi participe la France. Et ça fait donc du président de la République française un responsable d'un crime d'agression et un complice, puisqu'il n'est pas le seul, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Donc ce sont des faits graves dont il s'agit. Alors par ailleurs, il y a quand même, avant d'aller chercher le droit international, il y a également une constitution en France. L'article 35 prévoit que le président de la République doit informer l'Assemblée nationale, les députés, de l'engagement qu'il a pris, de la décision qu'il a prise d'engager la France en guerre. Il ne l'a pas fait.
Il ne l'a pas fait, alors le truc pratique, c'est de procéder par procuration, c'est-à-dire, ah bah non, non, on n'est pas engagé en Syrie, on n'a pas envoyé des bataillons en Syrie. Non, 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 ça se passe en Turquie, ça se passe en Jordanie, avec la complicité du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des pétromonarchies du Golfe, le soutien des États-Unis. Alors, ils sont très ennuyés du reste, parce que quand vous lisez des comptes rendus du Sénat ou de l'Assemblée nationale de la Commission défense, par exemple, vous avez des choses qui sont vraiment très drôles. Vous avez, par exemple, la même journée, vous avez 3 personnes qui vont être entendues par la commission, je ne sais plus si c'est la commission des affaires étrangères ou de la défense. Alors vous avez un général qui dit non, non, nous livrons des armes en quantité infime, c'est pas important, nous livrons quelques armes pour essayer de dégager le terrain, pour trouver une opposition modérée. Ça c'est en 2013 ou 2014, ça fait déjà depuis 2011, que dure la guerre quand même. Et puis dans la même commission, vous allez avoir le ministre de la Défense, M. Le Drian, qui va être entendu également, et puis qui lui dit « Ah oui, oui, on livre des armes en quantité avec nos partenaires européens. » C'est faux, mensonge. Il n'y a que 2 pays en Europe qui ont livré des armes, c'est la France et l'Angleterre. Et l'Angleterre, avec toute la prudence, pour ceux qui connaissent un peu la diplomatie anglaise, c'est-à-dire qu'on livre des armes, mais alors vraiment du bout des doigts pour dire qu'on y était, parce qu'on ne sait jamais de quel côté ça peut tourner. Mais la France, elle, par contre, était bien engagée. Et puis vous avez eu après, alors là vous avez déjà un problème, c'est que vous avez quand même le président de la République qui lui a trouvé cette opposition modérée que cherche le général de l'état-major, un des responsables de l'Élysée, lui cherche une opposition modérée, il dit qu'il livre des armes en quantité infime, le président de la République lui dit qu'il livre des armes et puis alors qu'il en livre, il le dit à 3 reprises, publiquement, dans des conférences de presse, dans des interventions. Et puis vous avez le ministre de la Défense, qui pourtant doit être au courant, qui lui dit « Ah oui, oui, nous on livre des armes, mais c'est pas pour l'opposition, c'est pour l'opposition modérée, oui, mais on livre des armes avec tous nos partenaires européens », ce qui est un mensonge. Ce qui fait que là, on a 3 personnes qui sont censées communiquer entre elles. J'ai appelé ça les guignols du château, parce que c'est vraiment c'est quelque chose de difficile. Quand on voit ces personnes qui sont censées travailler en commun sur un conflit régional aussi important que celui qu'ils ont alimenté contre la République arabe syrienne, de voir que visiblement il y a des profondes divergences d'appréciation sur ce qu'est l'opposition libérée, puisque visiblement le président de la République l'a trouvé, cette opposition sur l'armée, le général, lui, de l'état-major, la cherche, puisqu'il dit qu'il livre un peu d'armes, mais c'est vraiment pour permettre de trouver l'opposition en question. Et quant au ministre Le Drian, lui, il est sûr qu'il ne sait pas trop à qui, donc on livre des armes à l'ASL. Alors l'ASL, l'armée syrienne libre, du reste, je le signale en passant, vous allez voir, la tactique des frères musulmans, c'est toujours ça, c'est-à-dire des actions sur le civil, des actions sur le militaire. Le plan est en 5 phases, je ne vais pas tout vous dire ici, mais l'armée syrienne libre, ce n'est ni plus ni moins que la copie, c'est le copier-coller de l'armée de libération de la Syrie que les frères musulmans avaient mis au point en 1980 quand ils ont fait l'un de leurs derniers tentatives de coup d'État pour renverser le pouvoir à la masse. Ça s'appelait à l'époque l'armée de libération de la Syrie, ALS. Aujourd'hui, en 2011, ça s'appelle l'ASL. Donc c'est pour vous dire que la tactique reste la même, les méthodes restent les mêmes, sauf que sur la Syrie, où ils ne pouvaient pas être organisés dans la société, ils ont dû faire appel, après avoir infiltré l'appareil d'armée, après avoir infiltré un peu la police, ils ont dû faire appel à l'étranger. Et vous avez vu comment les événements se sont déclenchés et où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses vont devenir plus graves parce que ceux qui ont armé essentiellement ces groupes terroristes, ces groupes criminels, parce qu'ils ne font pas des armes, ne font pas du combat, hein, ce sont des groupes qui sont recrutés dans la misère des pays arabes. Donc ce sont des trafiquants, ce sont des petits dealers, ce sont des mecs qui font la prostitution, trafic de fausses monnaies, faux papiers, tout ce que vous pouvez imaginer. Les mecs qui se retrouvent en Syrie avec les médias, avec Internet, ils se prennent en vidéo, c'est pratique, parce que vous verrez dans le tome 2, pour ceux qui l'achèteront, ça permet des fois, quand on visionne bien pendant des heures des vidéos, de s'apercevoir que quand les gars posent, derrière en arrière-plan, il y a un sac, puis sur le sac, un sac de produits chimiques, tiens, c'est une société. C'est une société qui se trouve en Arabie Saoudite, ça.
Et les gars sont très fiers de poser en montrant qu'ils sont comment ils sont en train de tuer des lapins avec des armes chimiques et qu'ils vont faire l'appareil à tous les alaouites, etc. etc. Alors, des fois, c'est des petits détails comme ça qui vous mettent sur des pistes, mais ces détails, quand vous faites l'enquête, vous ne pouvez pas c'est pas une image trouvée par Internet, je veux dire. Il faut vérifier l'information que vous trouvez sur Internet. Internet, c'est qu'un outil de travail. Après, il faut aller sur le terrain pour trouver la réalité des choses et voir si ce que vous trouvez sur Internet correspond bien à la réalité des faits. Ce n'est pas toujours le cas. Et voilà. Bon, pour l'essentiel, sur cet aspect, si vous voulez, du conflit où nous en sommes aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous expliquer. Et la chose essentielle, c'est que le conflit n'a pas été déclenché, comme le disent les dirigeants politiques français. Ce n'est pas Bachar el-Assad qui assassine son peuple. Le conflit a été déclenché par les groupes des frères musulmans, des groupes qui sont venus de l'étranger, qui ont tiré selon un plan bien établi que je présente dans le livre, qui est le même que celui qui a été appliqué pour la Libye, pour la Tunisie et pour l'Égypte. Et la différence, c'est que maintenant la France s'est engagée à armer des groupes, mais là on passe à une nouvelle forme de terrorisme. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des groupes qui étaient très organisés, qui étaient des structures, des groupes de plus ou moins 5, 10, 15, 20 individus, qui étaient répartis en petites cellules. Or là, vous avez des gens qui sont, c'est des groupes de 4-5 individus, qui vont revenir chez eux, parce qu'ils vont être chassés de Syrie. Oui, parce que ça encore, on vous dit que les Russes sont intervenus, et les Russes ne sont pas intervenus. Je peux vous dire que le jour où ça va se faire, ça va se savoir. Mais ça se prépare peut-être. Bon, mais ça, il faut attendre un peu encore. Malheureusement pour le peuple syrien. Et ces groupes qui reviennent se fondent dans la population. Et ils font preuve, je le disais tout à l'heure, d'une duplicité incroyable. Ils ont été formés par des agents, par des conseillers militaires, des États-Unis, de l'armée états-unienne, de la DGSE, malheureusement, et puis surtout des services turcs, saoudiens, pour l'essentiel, et jordaniens. Donc ils ont reçu une formation pour la guérilla locale. Alors, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'ils vont venir ici, et puis dans le même temps, vous voyez ici que vous avez des policiers qui commencent à constater, ce ne sont pas des phénomènes de masse, hein, bien sûr, c'est des petits phénomènes. Mais par exemple, vous avez une radicalisation dans les grandes métropoles européennes de toute une partie de l'immigration de ces pays-là. Vous avez en France la constitution de ce qui s'appelle des villages musulmans. Alors ce sont des petits villages, petites villes dans le Berry, dans la Drôme, je ne sais plus exactement où encore, mais des villages qui sont fermés à la République, où vous ne pouvez pas pénétrer, où les enfants ne vont pas à l'école de la République, et où ils vont au lieu de prière, où ils sont formés. C'est des musulmans qui viennent entre eux, dont certains viennent des grandes villes du reste, qui se retrouvent dans ces villages. Donc ça, c'est un aspect. Puis alors vous avez d'autres aspects aussi, comme cette vague de migrants que vous avez vue, où on vous a dit oh non, il n'y a pas de groupe terroriste, il n'y a pas de criminels qui passent avec... vous avez vu du reste, c'est curieux, hein, cette vague de migrants qui a déferlé, qui réclamait d'aller sur l'Allemagne, et 15 jours après, il y a l'affaire Volkswagen qui éclate. Enfin, c'est deux faits d'actualité qui se produisent en 15 jours d'intervalle et qui concernent deux pays européens, la France et l'Allemagne. L'Allemagne, parce que bon, c'est le pays qui résiste le mieux, malgré un endettement aussi important, qui n'est que de 76% de son produit intérieur brut, alors que nous, on a déjà dépassé les 100%. Mais c'est un pays qui a moins de chômeurs que la France, c'est un pays dont l'économie est plus solide aussi, parce qu'elle est moins dépendante du capital anglo-saxon. Les grandes sociétés allemandes, c'est du capital allemand pour l'essentiel. Et comme par hasard, l'affaire qui a éclaté sur Volkswagen, c'est une société à capital allemand, uniquement allemand. Ça n'a pas été choisi par hasard. C'est quelque chose. Alors, pour revenir aux migrants, ces migrants, donc, vous verrez, j'en parle dans le tome 2, c'est quelque chose qui a été très organisé. Parce qu'ils disent, oh ben, on vient de Syrie, on vient d'Irak, non. Ils étaient en Turquie.
Il faut savoir que, je donnerai les détails dans le tome 2, mais que l'ONU, au travers de son organisation internationale qui s'occupe des réfugiés, dépense des centaines de millions de dollars pour accueillir les réfugiés qui sont chassés par la guerre française et états-unienne, principalement. Les pétromonarchies du Golfe la font parce qu'elles ont l'appui des États-Unis et de la France pour le moment, tant que ça durera. Parce qu'ils voulaient découper le Moyen-Orient. C'était l'objectif des États-Unis de redécouper complètement le Moyen-Orient. Alors le découpage qui avait été fait par le Pentagone, du reste, était fait, on parle des ethnies, faire se battre les gens entre eux. C'est vrai, tant que les Arabes se battent entre eux, c'est bon parce que ça permet aux multinationales, comme ils le font avec l'État islamique, comme le fait par exemple une firme comme Chevron ou comme Exxon, de voler le pétrole syrien en négociant avec l'État islamique, en achetant le pétrole à un plus bas coût. Ça durera qu'un temps. Vous avez après, si vous voulez, sur cette affaire de migrants, vous avez donc le HCR, le Commissariat aux réfugiés de l'ONU, qui s'occupe quand même de ces réfugiés dans les camps. Et puis, avant même de nous faire pleurer sur ces réfugiés qui viennent ici en Europe, avec une destination bien précise, l'Allemagne, en forçant les frontières. Pourquoi ne pas passer du reste par les postes de contrôle qui ont été mis en place par l'administration hongroise ou par l'administration serbe? Pourquoi ne pas dire, je m'appelle un tel, je viens de tel pays, je voudrais être hébergé à tel endroit? Pourquoi passer la frontière sans donner son identité? Alors ces groupes sont passés au travers de ces flux de migrants qui sont des flux qui ont été organisés. Vous avez vu comment c'est retombé. Au départ, ils étaient accueillis à bras ouverts. Puis après, ils se sont dit, parce que quand même, il y a des policiers qui travaillent aussi en Allemagne, et en France aussi, ils se sont aperçus qu'il y avait peut-être, il n'y avait pas que dans les migrants, il y a des drôles de choses qui passaient. Alors, il y aura aussi un rapport, je pense qu'il va bientôt sortir au niveau européen, sur le fait qu'effectivement, il y a plusieurs pays de l'Union européenne qui ont constaté qu'il y avait des membres de groupes... François Hollande, j'allais dire François Mitterrand, François Hollande dirait les groupes d'opposants modérés, mais de groupes rebelles qui sont passés avec les flots de migrants. Et le problème, alors, heureusement, grâce au renforcement de la coopération entre la police espagnole et la police marocaine, les deux polices ont pu déjà mettre hors d'état de nuire deux cellules qui s'étaient constituées et qui commençaient à... Excusez-moi. Et qui commençaient... Voilà, ça, modernité, allez, éteint, et qui commençait à recruter directement pour l'État islamique, pour envoyer des combattants. Mais bon, coopérer avec la France, c'est déjà un peu plus difficile. Il y a des policiers qui font remonter des rapports, il y a de très nombreux rapports. Il faut savoir que ces affaires que l'on vit aujourd'hui sur la Syrie, je vous ai fait remonter jusque dans les années 90. Mais la perte de la France de son autorité en la matière dans ce domaine, ça commence en 1982 par une décision de François Mitterrand qui est non seulement de soutenir, d'envoyer des agents de la DGSE au Pakistan pour former des groupes criminels pour attaquer l'Afghanistan laïque, donc avec les suites que vous connaissez, et la guerre qui perdure toujours aujourd'hui. Mais il ne s'est pas contenté de ça, François Mitterrand. Il a aussi donné l'ordre à son ministre de la Défense de sélectionner quelques-uns des principaux chefs rebelles qui se trouvaient au Pakistan pour les faire former en France dans plusieurs camps militaires, dont à Serkot notamment. Donc là, si vous voulez, vous avez cette espèce d'engrenage qui se fait avec les frères musulmans. Et bon, le recrutement sur le Pakistan était plus facile pour les frères musulmans puisqu'ils disposaient d'un gros bureau de recrutement sur le Pakistan qui leur a permis de collecter. Alors par des prêches, comme je vous le disais, faut le voir, hein, quand vous allez même au Maroc, moi j'étais au Maroc depuis fin 2006-2007 jusqu'à, je dirais, 2013-14, par vague, en vivant sur place là-bas. Et après, je m'y suis rendu, parce que je n'avais pas prêté attention sur le coup, je m'y suis rendu par la route.
Quand vous passez, vous arrivez au sud de l'Espagne, à Tarifa, que vous prenez le bateau pour aller à Tanger, vous avez en gros, quand la mer est bonne, une demi-heure, 3/4 d'heure de traversée. Alors c'est intéressant parce que vous avez le bureau, les douanes, si vous voulez le visa d'entrée, vous est remis à l'intérieur du bateau. Quand le bateau a quitté la terre espagnole, le port, pendant la traversée, c'est là que vous passez aux douanes. Et au départ, je n'avais pas prêté attention, et c'est vrai qu'après, quand vous regardez les personnes qui sont, alors vous avez beaucoup ce qu'on appelle les RMO, c'est-à-dire les résidents marocains à l'étranger, qui habitent en Espagne, en France ou en Belgique, qui passent, qui viennent voir la famille, qui viennent pour la fête, etc. Mais vous avez aussi, les dernières années, des jeunes qui ont entre 25 et 30 ans maximum. Et vous les reconnaissez parce que bon, je ne dirais pas qu'ils sont de race blanche, mais ils ont la barbe, ils ont la barbe coranique, la manière dont ils sont vêtus, etc. Et je veux dire, il y a des trucs, il y a des choses qui ne trompent pas. Puis à force de rencontrer les policiers de différents pays, y compris les agents du renseignement turc que je rencontre dans mon enquête, pas facile du reste, parce que bon, les gars, il faut parler sous couvert de l'anonymat, mais qui explique comment la situation se détériore en Turquie, parce que le gouvernement de M. Erdogan, quand il était Premier ministre, a joué la carte du renversement du régime de Damas. Sauf que la criminalité que M. Erdogan a nourrie, aujourd'hui, elle se retourne contre la Turquie, parce que les groupes que M. Erdogan a accueillis dans des camps militaires en Turquie, qu'il a accueillis dans des camps, même en dehors des camps militaires, près de la frontière syrienne, pour que la nuit, les gars puissent partir et aller faire des attentats en Syrie, eh bien ces groupes-là, ils font leur business, comme ils disent, ils font leur trafic en Turquie. Et comme me l'a dit un fonctionnaire du renseignement turc, nos frontières sont devenues poreuses. C'est-à-dire que là où ils arrivaient à maîtriser le terrorisme, c'est devenu pour eux quasiment impossible. Parce que ces gens se mélangent à la population, et bon, le gars m'explique très tranquillement comment ils occupent ils ont des bureaux qu'ils louent dans les quartiers, à Ankara ou ailleurs, et comment ils s'installent, et comment ils organisent leur trafic à partir de là, pour recruter les gens, vers quel camp on va les diriger, ils ont des correspondants turcs, et où on va les entraîner. Et à partir de là, il y a de la main-d'œuvre qui est sur place, sauf que cette main-d'œuvre, elle va faire le djihad, mais elle fait aussi son business. C'est des petits groupes, hein, c'est des gars qui sont recrutés dans la misère. Donc entre eux, ils ont ces connexions, je dirais, petites mafieuses, de petits trafiquants, quoi, qui restent. Ils font le djihad, c'est de la chair à canon, mais ils ont cet esprit de... C'est ces petits groupes qui reviennent aujourd'hui en France, en Europe, mais qui sont passés en France avec... Alors, je reste, quand je voyais ces images à la télévision, ça m'a fait penser, excusez-moi, mais ça me fait sourire, parce que j'ai été résident français au Maroc. Et putain, je peux vous dire que quand vous voulez être résident français au Maroc, déjà, c'est pas la peine d'essayer de passer la frontière en la forçant. En plus, après, on vous demande vos papiers d'identité, où vous habitez, où vous travaillez, le travail que vous faites, votre compte bancaire, et je peux vous dire, et c'est tout à fait normal, mais vous avez un dossier à fournir au ministère de l'Intérieur, conséquent, hein, on ne vous donne pas comme ça la carte de résident au Maroc, qui est valable 1 an et puis qui est renouvelable pour une période plus longue. Donc, tout ça pour vous donner un peu aussi l'ambiance autour de tout ce qui se passe, de ces événements. Parce que là, il y a vraiment des choses où on atteint des extrêmes en termes de mouvement de population. Un mouvement de population qui, à mon avis, a été provoqué. Hein. C'est pas quelqu'un qui a appuyé sur un bouton en disant non, mais ça a été provoqué, parce qu'il faut aussi que la Turquie se déleste. Parce que Erdogan est en chute libre, hein, dans tous ses sondages, il y a des élections qui arrivent, il est en grande difficulté sur le plan intérieur, et il faut qu'il se déleste des groupes qu'il a accueillis pour faire la guerre à la Syrie. Il faut qu'il s'en décharge. Alors comment s'en décharger alors qu'il est soutenu par les frères musulmans pour rester au pouvoir, et aller expliquer à ces gens-là en disant bon bah vos mecs ils sont gentils mais là j'en ai plus besoin chez moi. Ah bah alors là on ne soutient plus pendant les élections. Je résume mais en gros c'est ça. Donc là il y a un gros problème, c'est que maintenant il va falloir qu'il se débarrasse de ces criminels. Alors bon, en plus il a placé à la tête du renseignement turc un monsieur qui est connu pour ses affinités avec vraiment des groupes extrémistes. Du reste vous verrez dans le tome 2, pour ceux qui le liront, qui à plusieurs reprises
les douanes et les policiers, la gendarmerie turque a arrêté des camions qui transportaient des armes chimiques. Et c'est l'intervention d'un procureur d'Ankara qui a été envoyé par le gouvernement, qui a fait libérer les agents des services de renseignement turcs qui trimballaient ces armes avec des djihadistes. Voilà. Voilà, alors après, si vous avez des questions à poser, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, et je veux me limiter vraiment au tome 1 de 56, que vous avez vraiment, parce que j'arrive du Quercy, et j'ai eu les livres 1 heure avant de partir. Voilà. Alors si vous avez des questions, soit sur la manière dont j'ai mené l'enquête, ou sur la situation, bien sûr, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir.